va accueillir donc Nina Métayer dans un instant sur scène. C'est la meilleure pâtissière du monde, élue en 2023. Le monde, c'est massif. C'est pas la meilleure pâtissière de Saint-Jean-d'Angély, dans le 17 par exemple, ou d'Orléans. C'est la meilleure pâtissière du monde. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Et Nina, tu peux me rejoindre quand tu le souhaites. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue Nina, très content de t'avoir parmi nous. Merci. T'es déjà venue à Change Now? Non, j'ai jamais eu la chance c'est de la première venir. fois, c'est vrai. Oui, c'est ma première fois, je suis très heureuse. Ben, nous aussi. On va tenter d'avoir, tu sais, on s'était dit ça, on va tenter d'avoir un petit temps de questions-réponses à la fin. Si on peut, on va voir. En fonction de comment ça discute. Donc, si vous avez des questions pour Nina, vous pouvez les préparer tranquillement, mais on va commencer par discuter un petit peu ensemble. Un peu la même question que Dorit tout à l'heure. Nina, pour les personnes qui ne te connaissent pas dans cette salle, est-ce que tu pourrais te présenter semi-succinctement, s'il te plaît? Alors, je suis pâtissière, voilà. Et puis, alors, pour resituer un petit peu comment je suis devenue pâtissière, au départ, je suis partie à 16 ans au Mexique. Alors, j'ai travaillé tôt, je travaillais sur les marchés à 14-15 ans, parce que j'ai voulu être indépendante. Et donc, j'ai gagné mes petits sous. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire. Et ensuite, j'ai eu des parents qui m'ont laissé partir 1 an au Mexique à 16 ans. Et c'est là où je suis tombée amoureuse de ce pays, des gens qui habitaient là-bas, parce qu'ils fêtaient tout, ils avaient le sourire. Tout est pas forcément beau, mais tout est une fête. Et je me suis dit, waouh, on a beaucoup à apprendre d'eux quand même en France. Moi, j'avais l'habitude de râler dès qu'il se passait quelque chose, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait fêter dès qu'il se passait quelque chose. Et j'ai voulu habiter là-bas. Et en fait, en tant que bonne Française, on me demandait si je savais faire du pain. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'apprendre à faire du pain pour venir monter une boulangerie au Mexique. Ça a commencé comme ça. Mais alors du coup, ma passion, c'était pas le pain, c'était le Mexique. Donc je rentre en France. Mes parents me demandent de passer mon bac quand même avant mon CAP en boulangerie. Et donc ils me soutiennent. Hein. Attention, il y a 18 ans, c'était pas la mode, la boulangerie. Surtout avec ma carrure. Et donc du coup, après mon bac, je fais mon CAP en boulangerie. Et je me retrouve confrontée à un gros problème, c'est que je n'arrive pas à trouver d'apprentissage au départ, parce que je ne corresponds pas forcément aux critères des boulangers. Mais heureusement, Denis Baron, boulangerie Paya à La Rochelle, à plus de 25 minutes de vélo de chez moi la nuit, m'a prise en apprentissage et j'ai commencé à mélanger de la farine, de l'eau et du sel. Et je me suis rendu compte que je venais d'acquérir un pouvoir magique, de donner vie à ces 3 ingrédients. Et après, être sur toutes les tables le soir, et puis finir dans des centaines et des centaines de maisons où on mangeait ce que j'avais fait du petit déjeuner au dîner. Et en fait, je trouvais ça incroyable, et je me suis prise de passion pour le pain. Et puis, j'ai voulu continuer. Du coup, je suis arrivée à Paris, et à Paris, rebelote, j'ai pas trouvé d'emploi. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, il faut absolument que j'y arrive. Comment faire? Je vais rajouter une corde à mon arc et je vais apprendre à faire des gâteaux. Comme ça, dans les boulangeries, ils n'ont plus de raison de ne pas me prendre. Je saurais faire du pain, des croissants, et puis des gâteaux. Je commence mon apprentissage. Donc, je suis dans une très belle école, hein, l'école Ferrandi, à ce moment-là. Et puis, par contre, je suis en alternance dans une boulangerie où je coque des cols de macarons ensemble et je garnis des éclairs. Voilà, je fais à peine un gâteau. Je me dis, oula, ça va être compliqué ce métier quand même, vivement que je revienne au pain. Je me dis, on va peut-être essayer, je suis à Paris, il y a des très belles maisons, donc j'envoie mon CV quand même un petit peu partout en me disant, il faut quand même que je vive l'expérience jusqu'au bout, essaye peut-être, tente-le, essaye de rentrer dans des belles maisons. Et là, Camille Le Sec, le chef pâtissier de l'hôtel Meurice, m'appelle et me dit, est-ce que tu peux commencer tout de suite avec nous? Donc j'arrive au Meurice. Et moi, je n'avais même pas fait une crème pâtissière de façon professionnelle, hein, simplement à l'école, donc ça a été extrêmement dur. Je me rends compte qu'en fait, il faut que je réapprenne tout. Et en fait, la pâtisserie qui, pour moi, semblait au départ presque morte, c'était mélanger des ingrédients avec des ingrédients, et finalement, ça faisait un gâteau plus ou moins bon. Et bien là, j'arrive au Meurice, et je goûte pour la première fois de ma vie un bon dessert. Une tarte citron incroyable, avec des citrons qu'on sent déjà quand ils arrivent, ils sont dans le frigo, on ouvre le frigo, ça sent le citron, on sent ce beurre, cette émulsion, j'apprends à monter une meringue, donc je pense que je dois mettre 1 an avant de savoir faire une belle tarte citron quand même, il faut du temps. Et je découvre la magie de la pâtisserie, et je me prends de passion pour la pâtisserie.
Et c'est là où du coup je continue et puis au fur et à mesure, j'ai eu de la chance d'avoir fait des belles maisons comme l'hôtel Meurice, ensuite l'hôtel Raphaël, j'ai eu mon premier poste de chef. Les cuisines de Jean-François Piège. Ensuite, j'ai été chef au Café Pouchkine. Et puis, j'ai monté ma pâtisserie digitale en 2020. Et me voilà entrepreneuse, chef d'entreprise d'une quarantaine de personnes maintenant. J'ai faim, Nina. J'ai faim, Nina. T'écouter me donne faim, c'est pas gentil, mais c'est ok, je vais faire avec. Tu as monté la délicatisserie. Tu viens de la mentionner Oui. à l'instant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, du pourquoi qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ce projet-là? Comment tu vends? Quelles sont les difficultés et les réussites associées à cette belle entreprise? Alors, la délicatisserie, il y a en 2020, à l'époque, donc je quitte le Café Pouchkine et je fais du conseil international. En 2019, donc j'ouvre des boulangeries, des pâtisseries, des restaurants à Londres notamment, et puis dans d'autres pays du monde. Je commence à employer une personne, Océane, et puis donc avec mon mari travaille encore à côté dans l'audiovisuel, mais m'accompagne sur ces projets-là, et on commence à bien développer. Et puis là, le Covid arrive et on perd tous nos contrats en une semaine. Voilà, c'était pas très très drôle, et on s'est dit comment on va faire. Alors, moi j'ai un papa développeur, j'ai une maman journaliste qui sait très bien écrire, j'ai un mari qui a très envie d'entreprendre avec moi, j'ai des sœurs dans la bouffe qui sont cuisinières et puis l'autre qui aime bien faire de la cuisine mais aussi de l'événement, etc. Et puis je fais appel un peu à mes copains et je me dis qu'est-ce qu'on peut faire en réunissant tous nos forces. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer de vendre des gâteaux. Voilà. Je voulais juste vendre des gâteaux, mais j'avais besoin d'aide parce que moi, toute seule dans ma pâtisserie, aller vendre mes petits gâteaux sur le panier, sur mon palier de porte, c'était pas forcément ce que j'envisageais non plus. Donc, je demande à mon père si on peut pas ouvrir une boutique en ligne au départ. Moi, j'ai pas les moyens à ce moment-là d'investir dans un pas de porte, dans une vraie boulangerie. Donc, je me dis, je vais faire des galettes, je vais les pré-vendre en ligne et puis je fabriquerai ce que les gens auront commandé. Et puis ensuite, je leur donnerai en collecte. Et donc ça a commencé comme ça. Au départ, j'ai loué un petit espace. Et puis on a fabriqué, je m'attendais à fabriquer 20, 30, 40, peut-être 100 galettes dans mon plus bel espoir. Et puis finalement, ça s'est un peu enflammé. Et tout d'un coup, on a dû faire 200, 400. J'ai dû acheter un laminoir, un batteur. Enfin, on a appelé tous mes copains. Venez vite m'aider, j'ai besoin de faire du feuilletage. Et en fait, voilà, on a commencé, on était 2, 3, il y a 3 ans. Et puis on a acheté un laminoir, on a acheté un batteur, on a acheté des frigos, on a acheté du matériel. Et puis maintenant, on fait des milliers de gâteaux par jour. Voilà. Bravo. Merci pour les applaudissements. C'est très chaleureux ce que vous faites. C'est très très chaleureux. Il y a un sujet qui te tient à cœur à travers ce projet de délicatisserie. Délicatisserie, c'est la sobriété dans la confection, dans la création en général. Et tu l'as mentionné très rapidement avec le métier de ton papa tout à l'heure. Aussi ce rapport entre sobriété et technologie, technologie au service de la sobriété dans tes activités. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît? Oui. Alors, pour pouvoir vendre des gâteaux, il fallait pas comme un gâteau, finalement, ça a très peu de marge. Acheter des ingrédients, le coût de la main d'œuvre. Alors évidemment, quand c'était moi et que j'ai pas besoin de me payer, c'était plutôt pratique. Mais les marges sont très petites. Surtout qu'un gâteau, on le fabrique le jour J et puis il faut le manger le jour J. Donc il faut pas se tromper sur la quantité de gâteaux. Et puis pour avoir accès à des bons produits, finalement ça demande du temps. Ça demande aussi un engagement de la part du producteur. Comment on achemine ce produit, etc. Donc ma seule façon de pouvoir m'en sortir, c'était aussi de ne pas faire de pertes. Pour respecter le produit, parce que j'ai eu la chance d'avoir été, je vais dire, élevée par des chefs de cuisine, mais c'est vrai que les cuisiniers, les chefs de cuisine ont toujours eu un respect du produit assez important, beaucoup plus que les pâtissiers. Et donc pour moi, cuisiner un produit, travailler le produit, aller le sourcer, c'était très naturel. J'ai été formée comme ça. Et c'était ce qui y avait de plus important. Et un produit, on ne le gâche pas. Parce qu'on ne met pas à la poubelle le travail du produit. C'est pas que pour pas gâcher, c'est parce qu'on mettrait à la poubelle le travail de tous ces gens qui ont travaillé pour ça. Et des gens qui ont travaillé avec passion, avec respect, avec amour, avec dévotion souvent, parce que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'énergie, qui sont très énergivores, et qui sont aussi souvent très mal rémunérés, parce que c'est des métiers de passion. Donc souvent les métiers de passion,
On n'a pas besoin d'être payé, on le fait avec amour. C'est ce qu'on m'a déjà dit, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça que j'aimerais. Et donc voilà, donc je voulais respecter les gens surtout, respecter les produits, et simplement, ça vient naturellement d'éviter de jeter. Et j'ai eu la chance d'avoir été élevée dans les nouvelles technologies, avec un papa développeur, avec un mari très geek aussi, qui est toujours à l'affût des nouvelles technologies. Et pour moi, ça a été assez naturel, et finalement, j'ai compris petit à petit que c'est pas très naturel pour la majorité des gens, d'associer nouvelles technologies et artisanat. Et en fait, pourquoi? Parce que les nouvelles technologies sont au service de nos métiers. Et c'est vrai que c'est toujours assez compliqué de faire rentrer des nouvelles technologies dans nos labos, parce qu'en fait, les artisans, on apprend à travailler, moi-même, hein, je suis artisane, donc de nos mains, et finalement, c'est à l'opposé. Et moi, je suis persuadée de l'inverse. C'est qu'en fait, les nouvelles technologies nous permettent d'avoir le temps de faire les gestes, d'avoir le temps d'aller sourcer le produit, de rencontrer les gens avec qui on veut travailler, d'aller voir les producteurs, d'aller cueillir les fraises nous-mêmes, parce qu'on n'a pas besoin d'aller compter le nombre de tartes citron qu'il nous faut pour demain. On est sûr de ne pas se rater, de commander le bon nombre, la bonne quantité de beurre, la bonne quantité de farine, choisir sa farine et éviter éviter un maximum, on ne pourrait pas tout éviter, mais en tout cas un maximum de problèmes sur des domaines qui n'ont pas une valeur ajoutée, en tout cas à notre domaine. Voilà. Moi, si je peux m'éviter de compter une par une et de revérifier 4 fois que j'ai bien le bon nombre de tartes citron et que je n'ai pas en oublier 4 ou en faire 10 de trop, je suis contente. J'ai le temps de pocher une belle meringue. Par exemple. Par exemple. J'adore la tarte citron. Il y a 2 valeurs que tu m'as transmises, que tu m'as apprises quand tu me parlais de ton métier, quand on préparait cette émission, c'est excellence et transmission. Oui. Excellence et transmission. Les valeurs de la pâtisserie. Comment, on tente une dernière question et on voit s'il y a une question ou deux du public. On va tenter ça, il nous reste 7 minutes. Comment tu les incarnes dans ton propre business et qu'est-ce que tu aurais envie de partager à des pâtissiers, pâtissières qui ont envie de les mettre encore plus en avant dans leurs activités? Alors pour moi, la transmission, c'est le noyau, c'est l'énergie, c'est ce qui caractérise nos métiers d'artisans. On a des métiers où on produit, où on fabrique, mais on ne peut pas apprendre la pâtisserie dans les livres. On peut avoir une recette, on peut la reproduire, mais c'est quoi un bon artisan? Un bon artisan, c'est pas faire un gâteau, un jour. Ça, c'est, même moi, quand je fais un gâteau chez moi avec mes filles, etc., je ne suis pas un artisan à ce moment-là. Je suis une femme qui fait un gâteau chez soi. Un artisan, c'est pouvoir reproduire le gâteau en plusieurs exemplaires pour pouvoir après le vendre, mais surtout pouvoir le reproduire à l'identique dans n'importe quelle condition. Il fait un peu plus froid, il fait un peu plus chaud, mon four fonctionne moins bien, il fait un peu plus humide, il pleut, j'ai pas la bonne matière première que j'ai l'habitude d'avoir, j'ai pas le batteur, je vais devoir le monter à la main, mais par contre, je peux vous garantir quelque chose, c'est que le gâteau doit être exactement le même à la fin et avoir été produit dans le temps imparti. Et c'est là, et en fait, c'est ça la transmission. C'est ça les valeurs de nos métiers d'artisans. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est ça qu'il faut transmettre. Et en fait, ces valeurs-là, c'est des valeurs de travail. C'est des belles valeurs de travail. Parce qu'on a de la chance aussi d'avoir un métier où on peut avoir une évolution rapide. On peut tous partir du même endroit. On commence tous commis. On a tous les mêmes objets dans les mains, pour commencer. Et après, c'est la force de travail qui va révéler des managers, qui va révéler des pâtissiers, qui va créer les carrières qu'ils auront, tout aussi différentes les unes que les autres en fonction de leurs envies. Et en fait, transmettre, c'est ça. C'est laisser... ça va être partager, transmettre ce geste, transmettre ces détails, et c'est que dans les détails, ça va être à quel moment je vais incorporer pour rester sur la tarte citron, à quel moment j'incorpore le sucre dans cette meringue. Et ben, ce ne sera pas tout le temps de la même façon, et je vais sûrement rater des centaines et des centaines de tartes citron avant de réussir à pouvoir le faire au quotidien. Et finalement, je trouve que l'artisanat, ça englobe des valeurs incroyables, ça transmet du bonheur, ça transmet du plaisir, toute la chaîne finalement de la terre jusqu'à l'assiette est passionnante et incroyable. Et en fait, on a des centaines de personnes, quand on mange un dessert, il y a plus de dizaines et de dizaines de personnes qui ont travaillé pour qu'on ait ce dessert dans l'assiette. Merci beaucoup Nina, merci beaucoup pour ce que tu incarnes dans ce monde de la pâtisserie et de ce que tu viens de nous partager. Ça te va? On tente une ou deux questions du public. Si vous avez des questions, sinon on peut continuer. Est-ce que quelqu'un, quelqu'une a une question passionnante à proposer à Nina tout de suite?
à main levée. On vous apportera un Si micro. vous êtes timide, c'est s'il y a pas grave, on question. peut continuer, je peux continuer à parler, hein. Ok, on va continuer. Ah, oui. Micro, comment? Oui, ok, trop bien. Merci beaucoup. Pour information, il nous reste 4 petites minutes. Merci. Bonjour, j'avais une question, savoir si vous étiez tenté pour tester ou créer des pâtisseries véganes. Alors oui, alors on en fabrique. Je suis en. Alors, on a un poste recherche et développement qu'on a investi dès le départ, dès qu'on a ouvert notre boîte, parce que pour nous c'est extrêmement important d'innover. Innover, ça nous permet de se remettre en question au quotidien, de faire toujours mieux, d'accepter qu'on n'est pas parfait aussi, et puis de trouver des solutions. Donc on a un service de recherche et développement. On a 3 personnes. Et ça fait des années que j'essaye, qu'on fait des choses, que parfois on propose des desserts véganes. Mais alors par contre, ce que je veux surtout, c'est avoir un bon sourcing produit. C'est qu'il y a beaucoup de desserts véganes qui utilisent des additifs pour incorporer de l'air ou pour stabiliser les produits. Moi, je me tiens à mon fil rouge, c'est je veux des bons produits, faits dans le respect des belles choses et pour que ce soit au service du goût et au service de... Je ne suis pas une spécialiste du vegan. Je n'ai pas été formée comme ça. C'est pas ma spécialité. Je pense que s'il y a quelqu'un, je renvoie les véganes vers des gens qui sont spécialistes là-dedans, parce que c'est un vrai métier à part entière. C'est un savoir-faire à part entière. Par contre, je trouve que c'est très intéressant. Là, on en travaille 2-3 toujours constamment sur comment on utilise différemment les produits, mais pour ça il faut comprendre, et avant d'arriver à un produit que quelqu'un qui n'est pas vegan mange avec autant de plaisir, un produit vegan que quelqu'un qui n'est pas vegan mange avec autant de plaisir, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois, mais pour l'instant on en propose de temps en temps, mais c'est pas la majorité de nos desserts, parce que j'ai du mal à trouver des produits qui sont propres et que je peux m'assurer du sourcing de ce produit-là. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y aurait une seconde question avant qu'on conclue? Oui, par là-bas. Il y a un micro qui va arriver dans un instant. Merci pour vos questions. Bonjour. Vous parliez de la terre à l'assiette. Comment est-ce que vous sourcez vos produits et comment vous les livrez? Alors, donc j'ai un sourceur. C'est son métier, c'est une personne qui va... parce que c'est pas toujours évident d'avoir accès à des super produits chez des petits artisans qui n'ont pas forcément les moyens d'être visibles. Donc maintenant, il y a des métiers qui sont... Enfin, c'est des métiers de sourceur, il s'appelle Grégoire. Et lui, il voyage à travers la France et il me met en relation avec cette personne-là. Et après, ça dépend. Alors là, comment on se le fait acheminer, ça peut être plus ou moins compliqué, ça peut être par la poste, ça peut être par des envois de camions qui peuvent passer ou pas par Rungis. On essaye de faire au mieux. C'est vrai que, évidemment, après, dans l'idéal, c'est de faire rentrer ces bons artisans dans des plateformes de distribution. Mais ça demande du temps. Et après, souvent, on fait des grosses commandes d'un coup, surtout sur tout ce qui est produit sec et qui se conserve, pour éviter on anticipe beaucoup. Pour le beurre, par exemple, mes farines, mes beurres, etc. Pour les galettes, quand on en passe beaucoup, je passe toutes mes commandes en mai-juin. Comme ça, eux, ils savent qu'ils me mettent de côté un certain nombre de quantités. Et eux, ça les aide aussi à produire en fonction. Pour les fruits, on s'engage à prendre tant de kilos sur à peu près tant de semaines, etc. Et on essaye d'anticiper au maximum. L'anticipation et l'organisation sont extrêmement importantes quand on joue avec des marges qui sont petites et quand on essaye d'enlever un maximum de personnes entre le producteur et l'artisan. On va devoir conclure. Nina, je te propose de terminer, de conclure par un mot de conclusion chacun. Moi, c'est clafoutis. Tarte citron alors. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup Nina.